Bienvenue donc à cette première soirée, à cette première rencontre de l'événement Collection India qui est organisé par notre faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme Lockheed de l'UCL. Et événement qui se situe dans le cadre d'Europalia Inde qui s'est ouvert, comme vous le savez, il y a quelques jours, ici à Bruxelles principalement. Alors, ces rencontres ont pour objectif de mettre en connexion dans un dialogue interculturel l'architecture, l'urbanisme, le dessin, le cinéma, mais aussi dans une dimension plus large, l'anthropologie, la sociologie, la géoéconomie. Alors la rencontre de ce soir s'articule en 3 temps. Le premier temps, c'est maintenant. C'est une conférence et je laisserai la parole à Bernard de Clèves pour présenter notre conférencière de ce soir, qui est Madame Saglio Yadzimirski. J'ai réussi, hein. Et qui nous parlera donc des enjeux de du méga-slum de Dharavi dans la mégalopole de Mumbai. Alors vers 20h30, nous vous invitons ensuite à participer au vernissage de 3 expositions. La première, c'est Arrêt sur image, et elle présente une sélection de dessins d'étudiants de bachelier de notre faculté dans le cadre du cours de moyens d'expression et représentation. Alors, si dans la pédagogie du dessin qu'on développe ici dans notre institution, le sujet est toujours présent, nous parlons aussi de dessin in situ, en fait. Dans l'exercice présenté dans l'exposition, la question a été déplacée. En effet, la question posée aux étudiants a été de fournir une représentation d'un objet architectural à partir de sutures qu'ils ont construit mentalement par l'observation de l'environnement des acteurs du film ou de films indiens ou ayant l'Inde comme cadre ou comme sujet. Vous découvrirez ainsi comment les étudiants ont, en travaillant les 3 espaces pictural, architectural et filmique, su, à partir de prises de notes graphiques fragmentaires, de perceptions partielles, synthétiser une vision cohérente où l'espace architectural exprimé prend tout son sens, la spatialité du dessin renvoyant à celle de l'objet lui-même. La deuxième exposition s'intitule « Carnet de voyage » et présente des dessins réalisés par les architectes Willy Cernil et Georges Vranckx lors de leur voyage en Inde dans les années 1970-1980. En feuilletant virtuellement ces carnets, puisque nous avons protégé les carnets par des belles vitrines, vous entrerez dans un univers de haute qualité esthétique où le dessin manifeste pleinement son pouvoir de synthèse et d'expression plastique. Enfin, la 3e exposition présente plans, relevés, photographies de la ville de Jaipur au Rajasthan, réalisés par l'École d'architecture de Toulouse, qui est un de nos partenaires internationaux. Les expositions Arrêt sur image et Carnet de voyage se situeront dans la Palmeraie, notre Palmeraie, ici à votre droite, qui se situe à votre droite. Et l'exposition Jaipur, par contre, se tient dans la cafétéria. Vers 21h15, et pour clôturer la soirée, nous vous invitons à assister ici dans l'auditoire au film Slumdog Millionnaire du réalisateur anglais Danny Boyle. Et entre ces différents moments, vous pourrez vous restaurer à la cafétéria et vous rafraîchir à la cafétéria. Alors, je vous rappelle à toute fin utile les 2 rendez-vous prochains ici à la faculté. Les 24 octobre et le 21 novembre, elles auront pour thème respectivement hybridation indienne pour le 24 octobre et l'Inde en noir et blanc le 21 novembre. Avant de passer la parole à Bernard de Clèves et entrer ainsi dans le vif du sujet, je voudrais, en tant que vice-doyen du site de Bruxelles, remercier l'équipe organisatrice de cet événement, facultaire, Christine Fontaine, Geneviève Blondiot, Joël Houdet et Olivia Gottery. Depuis de longs mois, avec persévérance, enthousiasme et dans un investissement total, elles ont conçu, imaginé, coordonné, fabriqué, au sens strict du terme, cette aventure culturelle et pédagogique, assurant ainsi la présence de notre faculté dans le cadre de cette grande manifestation internationale qu'est Europalia, tout en mettant en valeur le travail de nos étudiants. Nous remercions aussi Jésus Pérez, David Van der Burg, Jean-Luc Capron, Fabienne Datt, Jean-François Rondeau, Ariane Van Craan, Christia Sobieski et Laurent Leprince,
membres de notre faculté, pour leur précieuse collaboration informatique, électrique, métallique, lumineuse, scénographique, technique et linguistique. Nous remercions aussi chaleureusement les familles Vranks et Cernels de nous avoir prêté les magnifiques carnets de voyage de Georges et de Willy. Et nos remerciements vont également aux étudiants jobistes pour leur disponibilité dans la réalisation de certains éléments d'exposition et dans l'accueil qu'ils assurent ce soir aux participants à cette soirée. Sans toutes ces généreuses énergies cumulées, l'événement de ce soir et ceux des jours prochains n'auraient jamais pu voir le jour. Bienvenue donc à Collection India en Loki. Bonne soirée. Je cède la parole à Bernard Declèves, qui est professeur dans notre faculté, qui va présenter la conférencière de ce soir. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux d'assister avec vous à cette conférence de Madame Saglio-Jacimirski, qui m'a expliqué il y a quelques minutes, parce que ça ne fait que quelques minutes que je l'ai rencontrée, donc j'aurai beaucoup de mal à la présenter dans les détails, qu'elle avait donc une première origine qui était italienne et des consonances et des attaches russes aussi, ce qui explique donc votre beau nom. Et je suis très content aussi du sujet de la conférence et de l'initiative de la faculté. Il y a, pendant toute la majorité du XXe siècle, les slums étaient considérés comme des erreurs de l'histoire, des dysfonctionnements que le développement ou que le bon gouvernement des villes aurait tôt fait d'éradiquer. C'était des phénomènes qui, déjà à la fin de la période des colonisations, dans les années 60, apparaissaient tout à fait clairement sur les photos aériennes, mais n'étaient jamais repris sur les cartes. C'était donc des villes parfois très importantes. En fait, les grands bidonvilles dont on parle aujourd'hui existaient pour la plupart déjà. On les appelle bidonvilles, favelas, cantegrilles. Et déjà, ces noms doivent nous faire soupçonner qu'il y a des réalités très, très différentes derrière les termes génériques. C'était des villes où donc les rues étaient sans nom, les maisons sans numéro, et donc c'était des villes qu'on qualifiait d'informelles. Difficile pour les architectes aussi d'aborder ça comme sujet de recherche et de projet. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça fait partie de la réalité urbaine et on trouve là un des visages de la ville du XXIe siècle. Et que ce qu'on appelle métropolisation, c'est d'un côté les villes-mondes et la grande ville, et de l'autre côté, il y a aussi cette réalité-là. Et que c'est pas seulement les dysfonctionnements, les erreurs de l'histoire, mais c'est aussi, pour beaucoup d'humains, enfin un très grand nombre d'humains, un projet. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de voir ce thème choisi comme sujet d'une conférence abordé par justement une anthropologue. Quelqu'un pour qui la substance urbaine est d'abord faite de la substance humaine et qui va aborder, enfin j'ai vu dans la petite notice qu'on nous a passée, excusez-moi, vous actualiserez et vous compléterez, mais que vous étiez professeur des universités en anthropologie sociale et spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Donc vous avez travaillé beaucoup à Mumbai et sur le sujet donc de Dharavi qui est le sujet de la soirée de ce soir, mais que vous avez aussi beaucoup séjourné au Brésil et que vous avez travaillé à Sao Paulo et sur un projet très intéressant de comparaison entre peut-être ce qui à moi m'apparaît plutôt comme l'incomparable, c'est-à-dire des grands bidonvilles du Brésil et d'Inde. Et donc, je trouve particulièrement passionnant d'avoir un point de vue d'anthropologue et cet essai peut-être de vision comparée au-delà, qui va nous permettre d'aborder la réalité au-delà des impressions qu'on peut en avoir pour peut-être avoir une grille d'analyse plus approfondie. Et là-dessus, je crois que je vais m'arrêter pour vous laisser la parole et vous laisser le temps en vous remerciant d'être venu ce soir. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, avec des urbanistes et des architectes
qui m'impressionnent toujours beaucoup, mais j'ai appris à Bombay à travailler avec eux parce qu'ils sont très très présents à Bombay. Et comme lorsqu'anthropologue, je vais sur le terrain, c'est vrai que ce sont des interlocuteurs de choix. Alors, je tiens aussi à remercier l'équipe qui m'a accueilli très chaleureusement. Et je vais vous parler ce soir donc d'un bidonville que j'étudie depuis 1991, que j'ai donc eu le temps de voir évoluer dans une ville qui elle-même a évolué à une rapidité extraordinaire, qui est ce bidonville de Dharavi, dit le plus grand bidonville d'Asie. Alors, il n'est peut-être pas le plus grand. À Karachi, Oranguitown est encore plus grand, mais Dharavi, c'est 800 000 personnes à peu près, on a toujours du mal à compter, sur 3 km², absolument au centre de Bombay. Donc c'est un territoire immense, une population très impressionnante. Et là, vous avez donc une vue de Dharavi, avec du reste une des mosquées de Dharavi, une des 5 mosquées. Vous avez un immeuble de réhabilitation, et puis derrière, le Bombay moderne. Voilà, donc mégapole Inde, méga pour désigner du très grand, du trop grand. Hein. Et je vais vous parler des méga-slums dans une méga-city, avec ce gigantisme qui n'est pas planifié et qui nous invite certainement à repenser des modes de régulation urbaine. Alors, ce bidonville de Dharavi, il a été très médiatisé dans les journaux européens en 2004-2005, où un certain nombre de journaux titraient « Un bidonville à vendre ». Et effectivement, c'était le moment où commençaient les appels d'offres pour en vendre des parcelles, pour en aménager des parcelles. Mais il était connu en Inde depuis très longtemps, pas seulement à Bombay, il était connu dans toute l'Asie du Sud, parce qu'il était une gigantesque tache de pauvreté. Dharavi est né à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il a une centaine d'années. Et il était au cœur de Bombay assez rapidement, d'abord à sa périphérie, puis au cœur de Bombay. On n'échappe pas à Dharavi, on passe toujours par Dharavi à un moment ou à un autre. Et il était également tristement connu pour être le lieu de la mafia, le lieu des caïds. Et il a été à la une de l'actualité dans le monde entier lorsqu'il y a eu les émeutes intercommunautaires à Bombay en 92-93, qui sont un élément très marquant de l'histoire de l'Inde, avec la montée de ce qu'on appelle le communautarisme, hein, la violence sur la base d'une politisation de la religion, et qui, à l'époque, donc, a bouleversé Bombay et dont Dharavi. Dharavi est situé si centralement à Bombay que les chemins de fer menaient littéralement à Dharavi, et on voit ça très bien dans le film que vous allez voir, du reste. Voilà. Il y a eu donc un deuxième moment sous les projecteurs en Europe, outre ces titres sur le bidonville à vendre. C'est le film de Danny Boyle, hein, Slumdog Millionnaire, qu'il a fait connaître au monde entier, pas sous son meilleur jour, même s'il y a des scènes extrêmement cocasses et très, très bien vues, mais il est quand même le lieu de la violence, hein, dans le film, et puis il est le lieu de la pauvreté, bien sûr, des petites ruelles et baraques très pauvres. Et il laisse un peu le spécialiste rêveur, ne serait-ce qu'à cause de son titre, qui a fait d'ailleurs parler de lui très fort en Inde. Hein. Slumdog, c'était presque une attaque pour les habitants du bidonville. Et ça donnait plus envie finalement de le raser que de le réhabiliter. Alors toute la question aujourd'hui est qu'est-ce qu'on fait d'un territoire comme ça et qu'est-ce qu'on fait de 800 000 personnes au centre de Bombay, qui ne sont qu'une partie des 6,5 millions des slum dwellers de Bombay. Voilà. Sachez du reste que le film a été également critiqué et même interdit en salle par les partis nationalistes hindous, qui sont une force politique locale à Bombay très importante, à cause, pas tant à cause de l'image du bidonville, pas du tout, à cause de l'image du dieu Ram. Et là, je vous invite à être vigilant. Vous verrez, on traite de cette image religieuse et elle a été très mal comprise par les partis nationalistes hindous, hindouistes, hein, comme on les appelle, qui y ont vu donc une représentation discutable et même un blasphème. Voilà, mais je vais m'arrêter sur ce film qui a beaucoup d'autres qualités cinématographiques, bien sûr, que d'être celui d'un documentaire. Il n'est pas du tout un documentaire sur le slum. Et puis, je vais un peu plus comme anthropologue vous parler donc de Dharavi
et essayer de vous montrer à quel point, donc, par ces films, par ces médias, finalement, le bidonville charrie un ensemble de clichés que je vais m'efforcer de déconstruire. Alors, Dharavi, comme je vous le disais tout à l'heure, est considéré comme un immense bidonville, le plus grand d'Asie du Sud, le plus grand d'Asie, on lit aussi, au centre de Bombay. Donc là, on voit bien, c'est une carte que j'ai récupérée cette semaine sur Google. Dharavi est au centre de Bombay, qui s'étend aujourd'hui sur 60 km. Et je ne prends pas la tâche urbaine, je prends vraiment la municipalité. Dharavi est juste sur la crique de Mahim. Il est difficile de l'éviter. Pour comprendre ce bidonville, il faut, je crois, le replacer dans le contexte de Bombay, dans le contexte d'une ville où toute l'histoire du bidonville s'inscrit dans l'histoire des migrations et puis dans l'histoire de transformations radicales et de politiques publiques qui ont accompagné, tant bien que mal, ces transformations. Donc je vais essayer de suivre un petit peu dans une première partie les transformations de Bombay dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace d'abord, et à ce propos une petite anecdote. Lorsque j'ai mis les pieds à Dharavi en 91, d'abord on n'allait pas dans un bidonville, même si ça n'a rien à voir avec la violence d'une favela brésilienne. Hein. Il n'y a pas d'armes en Inde. Voilà. Comme au Brésil, donc on ne risque pas sa vie en mettant les pieds dans une favelle comme on peut risquer sa vie quand on le fait au Brésil. Pas du tout. En revanche, c'était quand même le lieu de la pègre et c'était dangereux. Et surtout, Dharavi n'existait pas. Il n'était sur aucune carte. Il y avait sur les cartes un grand ZP. ZP, c'est en marathi Zopatpati, ça veut dire l'étendue de chiffon. Bref, notre véritable traduction pour bidonville. Et donc, il y avait ZP avec cette idée. Il y avait beaucoup de zones de ZP dans Bombay. Et c'est ce changement qui est marquant aujourd'hui. Puis si vous allez sur Google, eh bien, depuis 5 ans, vous n'avez plus un grand ZP, vous avez Dharavi. Vous avez vraiment ce lieu, ce triangle, avec les espaces de Dharavi. Donc, il y a le triangle que vous aviez tout à l'heure, et avec certains quartiers, RP Nagar, Bharatiya Nagar, qui constituent Dharavi, les mangroves de Dharavi, un nouveau parc qui a été créé. Bref, Dharavi, à défaut d'être légalisé, en tout cas est légitimé dans son existence et apparaît sur les cartes. Il est toléré. Il est même parti d'un ward, donc d'une circonscription électorale, et on va voir à quel point la politisation de cet espace a pu jouer pour l'inscrire dans la ville. Voilà. Alors, dans l'espace et dans le temps parce que les transformations de Bombay sont excessivement rapides et me font penser à cette accélération dont parle très bien Hartmut Rosa, qui a écrit un livre au titre éponyme. C'est vraiment l'accélération de la modernité avec une temporalité incroyable au niveau de l'accélération des transports, des télécommunications, l'accélération du changement social, des rythmes de vie qui a marqué et Bombay et Dharavi, bien sûr, en 20 ans. Voilà, donc je reviens maintenant sur ces clichés pour vous dire ce que j'aimerais déconstruire. Donc le premier cliché à déconstruire, c'est l'idée du ghetto au sens strict de ghetto. Dharavi n'est pas et le slum en général n'est pas un ghetto. Autrement dit, même s'il est né aux marges de la ville, même s'il à un moment il a été à ses marges économiques, il est aujourd'hui en son centre, il est absolument relié à ce qu'on appelle la ville formelle, il est articulé, et ça on va très bien le voir à Dharavi, qui est un espace de production absolument fondamental pour Bombay aujourd'hui. Deuxièmement, socialement, Dharavi n'est pas un lieu de chaos, il est extraordinairement organisé, on ne peut pas arriver dans un bidonville sans un réseau familial, un réseau de village, un réseau de métiers. Il n'y a pas de survie possible. Et on est dans une ville où la question n'est pas tant l'espace pour la lutte pour le logement, on est dans une ville où c'est la lutte pour l'espace vital. Il n'y a plus d'espace à Bombay. Et on s'arrache le travail comme on se l'arrache en Inde. Mais à Bombay, il y a quelques opportunités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans un lieu comme celui-là sans avoir un réseau migratoire extrêmement précis et très organisé. Donc on est en face, en fait, d'un slum qui est tout sauf le chaos social qu'on peut imaginer.
Le troisième élément, c'est que l'évolution des slums, a fortiori aujourd'hui dans les grandes villes indiennes et brésiliennes, est devenue une question extrêmement politique. Et là aussi, on n'est pas du tout dans l'idée du slum oublié par les politiques. Généralement, ils sont absolument au centre des négociations avec les acteurs centraux, les hommes politiques, et puis bien sûr tous les acteurs immobiliers, et puis une classe moyenne. En Inde, quand on parle de classe moyenne, on parle de la classe supérieure. Et une classe moyenne qui a évidemment son rôle très important dans l'histoire des bidonvilles. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord un petit peu de Bombay, qui s'est vraiment, dans sa modernité, construite contre les slums. Ensuite, je vais vous parler de cette centralité de Dharavi, jusque dans les années 90, donc sur 100 ans. Et puis, je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi Dharavi est un slum absolument extraordinaire, dans la mesure où c'est probablement le plus gros slum qui a résisté et qui a réussi à organiser une résistance à sa destruction. C'est un slum qui était quand même voué à être détruit il y a quelques années et qui, par cet engagement politique, propose finalement un scénario complètement différent et même une autre manière de vivre en ville. Et là, je vous donne la phrase qui est celle du prince Charles lorsqu'il a visité Dharavi en 2010. Voilà, une alternative. Donc ça, c'est vraiment une manière beaucoup plus positive de voir le bidonville. Mais pourquoi pas? Comme vous le rappeliez, le bidonville ne peut absolument pas être pris comme une pathologie ou une verrue. Il est aujourd'hui le lot, quelquefois, de la moitié de la population des grandes villes. Donc il faut probablement renverser la manière dont on pense et réfléchir peut-être de manière plus constructive que l'idée de bulldozériser et tout ça. Voilà. Alors, je vais commencer par présenter très rapidement, mais je crois qu'il faut le faire, Bombay. Mumbai, comme vous le savez, Bombay a été renommé Mumbai en 96. Il y a une proximité des mots, mais en fait c'est très loin. Bombay, c'était la bonne baie, le terme portugais colonial, et les nationalistes hindous, qui à l'époque étaient à la tête de la municipalité de Bombay, ont décidé de revenir au terme original Mumba Devi, qui veut dire la déesse Mumba, qui est une des déesses originelles des castes colis, pêcheurs de Bombay. Voilà, une déesse vénérée. Donc, on parle de Mumbai maintenant. Et l'histoire de Bombay, c'est vraiment l'histoire d'une croissance absolument spectaculaire sur un territoire complètement saturé. Bombay est en entonnoir, Bombay ne peut pas se développer. Et c'est tout à fait spectaculaire de voir comment elle a pu se développer. Donc, ça veut dire une densité exceptionnelle. On a une population de 21 000 habitants à peu près par kilomètre carré, a fortiori dans le bidonville où on en est à 330 000 habitants au kilomètre carré. À Dharavi, c'est des densités les plus impensables. Et en plus, on est à l'horizontale, on n'est pas en verticale. Donc vous imaginez la densité de ces lieux. Et puis, le deuxième aspect tout à fait intéressant, c'est la particularité de Bombay, une diversité socio-religieuse et une surreprésentation de ce qu'on appelle les minorités religieuses et linguistiques à Bombay. En Inde, vous avez 13% de musulmans à peu près, ce qui en fait quand même le 3e pays musulman du monde. À Bombay, vous en avez 19%. Donc, on a des communautés qui sont extrêmement représentées. Pareil pour les chrétiens, pareil pour les jaïns, pareil pour les Parsis. Bombay est la ville des Parsis. C'est là où vous avez le plus de Parsis au monde. Donc, le fait d'avoir des communautés très, très fortes à Bombay et le fait de n'avoir finalement même pas la moitié de la ville qui est marathiphone, qui parle marathi, qui est du Maharashtra, et bombéite, fait que c'est une ville où il y a une capacité de vivre ensemble, mais en même temps où il y a une possibilité de politiser tout ça et l'explosion sociale vient vite lorsque les différences sont aiguisées. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler, Bombay a grandi à une vitesse folle. Regardez les chiffres que j'ai mis en gras. Entre 61 et 81, elle est passée donc de en millions, 4 millions à 8 millions.
Et elle est aujourd'hui une ville, là aussi je ne parle que de la municipalité, pas de la tâche urbaine. Elle est une ville de 12 millions et quelques. Si je prenais toute la tâche urbaine, l'ensemble des municipalités qui couvrent Bombay, on serait à 20 millions. Et ce qui est intéressant, le plus extraordinaire, c'est de voir le pourcentage de la population du bidonville, qui lui n'a pas doublé en 20 ans, lui il a été multiplié par 8. Et depuis 81, on a une population de ce qu'on appelle des slum dwellers, des habitants du bidonville, qui représentent donc la moitié de la population de Bombay, 54% de sa population, 52-54%, sur la moitié de son pas la moitié de son territoire, sur 8% de son territoire. Voilà, donc ça c'est un chiffre qui est toujours très choc. La moitié de sa population habite sur 8% du territoire dans ce qu'on appelle des slums. Vous avez vu la densité dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je vous rappelle du reste qu'une partie de la ville, avec cette densité, a été gagnée sur la mer. C'est très intéressant. Bombay, c'était 7 îles initialement, qui ont été raccordées. Et vous allez voir dans certaines photos, on voit ce qu'on appelle les reclamation land, donc des terres qui ont été gagnées sur la mer pour gagner encore de l'espace dans cette ville qui est vraiment en entonnoir et qui n'a plus d'espace. Voilà. Encore autre chose, même si la migration aujourd'hui est moins importante, on vient encore s'installer à Bombay, et c'est à Bombay, dans toute l'Inde, qu'il y a le plus de migration du travail, parce que c'est une des rares villes où on a des possibilités de trouver du travail. Donc c'est encore un des lieux où les migrations sont donc très organisées, sont encore fortes. Voilà. Alors, Bombay donc, va changer drastiquement dans les années 80. D'une ville industrielle, elle va subir une restructuration économique ou vivre une restructuration économique et sociale très importante et devenir une ville de service. Alors, on est à un moment où, du reste, on est en pleine période de libéralisation économique en Inde et un ensemble de phénomènes vont changer la ville. Alors, parmi les plus marquants, ce qu'on appelle la grève du siècle, pour reprendre le titre du livre de Gérard Euzet, une grève donc, qui a engagé 260 000 travailleurs à l'époque à Bombay. Ce sont les usines textiles qui étaient la force de Bombay et qui s'est soldée par 100 000 licenciements. Autant de travailleurs qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle l'informel, le secteur informel. Alors attention, le secteur informel, c'est pas du tout l'économie souterraine, pas du tout l'illégal, c'est vraiment ce qui constitue 90% du secteur productif indien. Ce sont les petites unités qui ne sont pas déclarées, parce qu'elles n'ont pas à être déclarées en raison de leur taille et de leur capital, qui est minime, et qui maintiennent de fait les travailleurs dans un système ultra précarisé, puisqu'il n'y a aucune législation du travail. Donc c'est tout un ensemble de travailleurs qui appartenaient au secteur dit formel, et qui va basculer dans le secteur informel dans les années 80. Premier élément. Un deuxième élément, à partir des années 80-90, on est dans ce contexte de réforme et cela se traduit par la volonté de développer un espace urbain très compétitif. Bombay First, qui est un groupement d'acteurs nationaux, l'État du Maharashtra, mais aussi la Banque mondiale, et un ensemble d'institutions vont décider de faire de Bombay une ville de classe mondiale, sur le modèle de Shanghai d'ailleurs, c'est très intéressant, et de développer donc la ville de Bombay, mais aussi de l'embellir bien sûr. Donc de très grands projets d'aménagement vont être lancés, avec un très grand projet de transport qui continue aujourd'hui, un grand projet d'infrastructure, des programmes massifs, qui vont changer absolument la face de Bombay. Donc ça, c'est une carte où vous avez, vous voyez un petit peu ces projets. 38% des bidonvilles sont dans le centre de Bombay. Là, c'est Dharavi. Il est quand même très bien placé. Et vous avez, donc je vais aller très vite, mais vous avez ces grands programmes d'aménagement, par exemple un espèce de Sea Link qui va permettre de relier sur la mer le centre de Bombay avec le sud, qui est l'ancien centre d'affaires, à vrai dire. Voilà. Et puis tous ces projets, sachant que Bombay, la particularité de Bombay, c'est d'être absolument organisé par les deux lignes de chemin de fer
ouest et centrale, qui désengorge la ville, enfin qui fait que des périphéries, toute une partie de la ville descend travailler à Bombay et remonte par ses trains. C'est la seule manière de circuler à Bombay. Aujourd'hui, avec une voiture à Bombay, on met 3 heures pour aller du sud jusqu'au nord. Donc c'est les trains qui font vivre Bombay, ces 2 lignes, et qui sont aujourd'hui donc multipliées. Il y a un monorail qui s'est construit. Enfin, ce sont des projets d'aménagement qui sont fondamentaux, et Dharavi est absolument au centre de tout ça. Alors, il est clair que dans cette configuration, de faire de Bombay une ville mondiale, qui du reste concentre tous les capitaux indiens, hein, c'est vraiment la vitrine économique indienne, Bombay, 45% du capital est concentré dans cette ville. Et dans cette ville, donc, les bidonvilles sont intolérables. Du reste, toute la politique de l'époque, dans les années 90, où vont arriver les partis nationalistes hindous, hein, c'est le moment où arrivent sur la scène politique, après des années de partis du Congrès, des partis plus chauvins, hein, où la question de l'hindouisme va être portée comme une question politique. Eh bien, ces partis vont avoir comme slogan « Notre ville Bombay, la belle Bombay ». Et malheureusement, c'est pas beau un bidonville. Alors même si les photos de Salgado sont magnifiques, c'est très dur de trouver une esthétique à la pauvreté, et les bidonvilles sont là comme des verrues, ce qui avait été dit tout à l'heure. Alors, qui est visé directement par cette politique? Eh bien, ce sont les slums. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 54% de la population sur 8% de son territoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un slum? En Inde, le critère est un petit peu différent d'autres critères, hein, de ceux par exemple qu'on trouve au Brésil. En Inde, un slum, il y a 2 critères pour le définir. Un critère qui est celui de la légalité et un critère qui est celui de la salubrité. Avec toute l'histoire coloniale qu'il y a derrière, puisque vous imaginez que toute une politique hygiéniste britannique finalement a commencé à définir les slums, ce qui a été rappelé ici. Donc un slum, c'est d'abord l'habitat précaire, hein, c'est les autoconstructions, les matériaux de récupération, des abris de fortune, tout ce qui n'est pas consolidé. Et puis l'autre critère, c'est celui de l'illégalité. Un slum, c'est construit quand il n'y a pas de permis sur un terrain privé ou sur un terrain public. Et de ce point de vue-là, Dharavi appartient à l'État du Maharashtra, pour une autre partie au chemin de fer, pour une partie à la ville de Bombay et pour une partie à des privés. Donc en fait, ce sont des terrains qui ont plusieurs propriétaires. Et ces constructions ne sont pas désirées, elles sont illégales. Alors, pour vous donner un aperçu, voilà Dharavi. En tout cas, un des bouts. Dharavi est entouré par les chemins de fer, par les lignes de chemin de fer. Ce terrain appartient d'ailleurs à la compagnie des chemins de fer. Et c'est intéressant parce que la notion du risque aujourd'hui est absolument centrale pour la gestion des bidonvilles dans le monde. Aujourd'hui, au Brésil, on ne peut détruire un bidonville que s'il y a risque. Alors, toute la question est de savoir si c'est un risque humain ou un risque environnemental. Souvent, le risque environnemental est encore plus efficace à lever, quelque part, que le risque humain. Et c'est un des arguments aussi en Inde, même si ce n'est pas le seul. Il y a bien d'autres arguments pour balayer un bidonville ou bulldozeriser un bidonville. Là, il y a un risque humain très fort, bien sûr, à être au bord de la voie, surtout dans les petites cabanes où on laisse les enfants toute la journée. Il y a des morts continuellement. Vous voyez d'ailleurs des personnes qui traversent là. Et là, c'est intéressant parce qu'il a été... Enfin, il a été, c'est une manière de dire, il a été bulldozérisé 2 semaines avant, ce bidonville, quand la photo a été prise. Et 2 semaines plus tard, voilà, ça revient à toute vitesse, il n'y a pas d'espace. Donc là, c'est pour faire sécher du linge, mais les premières cabanes vont se construire et on est déjà dans un bidonville qui s'est reconstruit à toute vitesse. Voilà. Une deuxième photo, on est juste en face de Dharavi, à Bharatnagar, qui est un bidonville extraordinairement convoité aussi, qui a la particularité, lui, d'être petit et musulman, donc ça crée des tensions particulières. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont des zones de reclamation, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des zones marécageuses, hein, c'est construit au départ, c'est absolument pas habitable, hein, des zones comme ça. Et Bharatnagar donc, fait partie, juste en face de Dharavi, de ces zones à risque aussi très importantes. L'illégalité vient du risque aussi. Voilà. Et puis un troisième, alors différent, autre type de slum. Cette fois-ci, on est à Krantinagar. Ça veut dire Kranti, ça veut dire révolution. Il y a toujours des noms incroyables pour les bidonvilles. Et il est construit dans cette gigantesque, en fait, à l'entrée de ce gigantesque parc qui s'appelle le Sanjay Gandhi National Park, qui est au centre de Bombay.
qui est le poumon de Bombay, 100 km² de verdure au centre de Bombay, et qui interdit, bien sûr, aux encroachers, c'est-à-dire qui interdit à ceux qui empiètent d'entrer. Donc, ce bidonville est construit juste à l'entrée de ce parc. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, les systèmes de récupération de l'eau, par les pipes d'eau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est les pierres. Autrement dit, c'est un bidonville qui est détruit très régulièrement et qui se reconstruit. Et ça, ce sont les premières fondations. Mais il en reste, voilà, on voit encore les premiers lieux où les cabanes étaient construites avec des fondations de pierre. Il est tellement souvent déconstruit qu'il n'est aujourd'hui plus que bâche et plastique. Alors, j'en arrive à Dharaville lui-même parce que je crois que Dharaville est quand même un cas tout à fait exceptionnel et qui amène à finalement à une grande question politique et même éthique sur la question du bidonville. Donc je vais vous parler de ce bidonville-là, comment Dharaville est né et comment finalement aujourd'hui il rassemble 800 000 personnes sur cette petite zone, mais au centre de Bombay. Alors, il est d'abord, Dharaville, un village de pêcheurs, il y a une centaine d'années, qui se disent les habitants originels de Bombay. Sur ces 7 îles, il y avait des communautés de pêcheurs colis, c'est le nom de caste, et qui sont donc sur une de ces 7 îles, et qui ont ce village qui s'appelle Dharevarcha Bag, d'où est né Dharaville, qui veut dire le rivage de la crique. Donc c'est vraiment un nom de pêcheurs. Voilà. Et Dharaville a pour particularité d'être à côté de Bandra. Bandra est un lieu, si vous connaissez Bombay, absolument central. C'est le nouveau centre de Bombay. C'est là que se croisent les deux voies ferrées. Et c'était à Bandra à l'époque qu'était l'abattoir. Et si vous êtes familier avec les questions de caste en Inde, vous savez que l'abattage des bœufs, mais aussi l'abattage des porcs et des moutons, est extrêmement codifié en Inde, effectué très sélectivement par certaines communautés religieuses et à l'intérieur de la communauté hindoue par certaines castes. Autrement dit, ce ne sont pas les castes, les hautes castes qui peuvent s'occuper de ce genre de tâches. Un hindou, en principe, ne consomme pas de bœuf. Les musulmans en consomment, mais autour de l'abattage, autour du travail de la viande, autour du travail du cuir, autour de tous ces travaux qui mettent en rapport avec finalement l'impureté, le sang, la mort, la bête morte, ce sont les castes intouchables donc, qui vont travailler autour de ces questions. Étant à côté de Bandra et étant à côté de l'abattoir, se sont installées les premières communautés du cuir pour tanner, pour travailler le cuir, pour faire des cordes avec les boyaux, pour faire les chappals, les sandales indiennes, etc. etc. Donc cet abattoir finalement, de l'autre côté de la crique, là où il y avait de l'eau, a attiré des communautés du cuir et donc des communautés intouchables, puisqu'on est vraiment là dans toute la représentation du pur et de l'impur, où ce sont les intouchables qui peuvent travailler ce genre de matériaux impurs, certainement pas les pêcheurs colis. Vous n'allez pas y toucher. Voilà, donc les premiers migrants vont être en fait les Parayanes, et c'est de là que vient le terme paria. Les Parayanes du Sud, qui sont les castes intouchables du Sud, celles qui travaillent le tambour et celles qui jouent du tambour, c'est la peau du tambour, qui viennent travailler à Dharaville. Et puis, au fur et à mesure des migrations, ce seront donc les migrations plus proches, ensuite du Maharashtra, du Karnataka, etc., des communautés qui vont venir, chacune pour faire un type de métier. Chaque caste, et a fortiori chaque sous-caste, va exercer un métier autour du cuir. Et comme ça, Dharaville prend forme. Et ensuite, les tanneurs arrivent, la ville va grandir, le village de Dharaville va grandir. Il est à l'époque à la périphérie nord. Il ferme Bombay, à l'époque, il n'y a pas encore les suburbs. Et il les ferme pas seulement pour des raisons de proximité à l'eau, il les ferme parce que la ségrégation des intouchables, c'est toujours une ségrégation également spatiale. C'est-à-dire que le village des intouchables est toujours en dehors de la ville, en dehors du village central.
pour être loin et pour aussi que le vent ne rapporte pas l'odeur, mais pas seulement l'odeur du cuir, l'odeur intouchable, l'odeur impure. On ne mêle pas son ombre, on ne mêle pas non plus ses odeurs. Voilà. Donc, sachez que l'abattoir ensuite bougera en 70, sera à Deonard, mais Dharavi, là, en 70, existe très fortement et Bombay s'est largement construit et finalement, Dharavi se retrouve au centre de Bombay. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu quelques photos de Dharavi et des métiers de Dharavi. Là, ce sont des tanneurs d'or, la caste des Dors. Je ne vais pas rentrer sur les questions d'hiérarchie, mais eux se trouvent largement supérieurs aux équarrisseurs et sont inférieurs à ceux qui travaillent le cuir. Enfin, vous êtes dans une hiérarchie du travail extrêmement précise et avec des communautés qui ont chacune non seulement leur métier, mais leur langue souvent, ou leur dialecte, leur origine, qui ont des liens avec ces villages d'origine. Quand il s'agit de marier sa fille, c'est la communauté d'origine qu'on va chercher, le Beradari, et qui ont leur tradition culinaire, qui ont leur tradition vestimentaire, qui apprennent la langue à leurs enfants dans les écoles du soir, parce qu'à Dharavi, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles. Voilà une femme Gujarati. Alors les Gujaratis à Dharavi sont une vraie force. Ils sont arrivés dans les années 20 de 2 villages du Gujarat, très précis dans le Kathiawar, et ont vraiment monté tout un ensemble de fours très précis à Dharavi, très connus, où le Bombayite va chercher ses petits pots de terre cuite assez facilement. Et cette femme Gujarati est tout à fait reconnaissable. Elle met le palou d'une manière particulière. Enfin, les traditions Gujarati sont extrêmement préservées, par exemple, donc depuis 1920. Voilà, typiquement de métiers très traditionnels. Vous voyez les fours, on est en plein dans le bidonville. Alors, aujourd'hui, Dharavi est extrêmement organisé. Vous voyez mal les noms, mais vous voyez par exemple le quartier, les 2 quartiers dont je vous ai parlé. Dorvada, ça veut dire le quartier des Dors, le quartier des tanneurs, même s'il n'y a plus de tannerie. Et le quartier des Kumbars, ça veut dire potier en marathi. Donc c'est là que sont les potiers. Mais vous avez voilà, à chacun son nom et à chacun son quartier, très organisé sur un très petit territoire. Alors, maintenant qu'on a vu comment Dharavi était né, on va voir comment Dharavi est devenu un des espaces centraux de Bombay. Oui, cette photo est intéressante parce qu'on voit quelques immeubles de réhabilitation, comme tout à l'heure. On voit la mosquée, on voit une église, même si Dharavi, ce sont surtout des temples. Mais il y a quand même une diversité absolument impressionnante de communautés. Là aussi, 2 espaces de Dharavi intéressants. Un espace très ancien, Kalakila, qui veut dire le fort noir, qui est à côté d'un ancien petit fort au bord de la crique. Et lui qui a été... Voilà, maintenant il y a des pierres, etc. Ce qui est intéressant pour vous, c'est voir l'étroitesse, bien sûr, l'égout à ciel ouvert, et puis cette petite escalier très particulier. Je crois qu'il y a des étudiants qui ont étudié, qui ont regardé un petit peu l'espace d'habitat à Dharavi. À Dharavi, on travaille et on vit souvent dans la mezzanine qui est au-dessus et à laquelle on accède par des escaliers extérieurs. Donc Dharavi est ponctué de ces petits escaliers qui montent en fait au-dessus et qui souvent d'ailleurs sont des espaces extrêmement réduits et où la famille dort, mais sous 1 mètre carré, c'est tout petit. Voilà. Un autre espace, cette fois-ci, qui est un espace beaucoup plus récent à Dharavi, ou en tout cas construit de manière beaucoup plus récente, qui est le compound 13 compound, et qui est l'espace des recycleurs. Et là aussi, il y a une particularité architecturale, malgré... on a l'impression que c'est que de la tôle, mais la petite particularité, c'est qu'il y a une courette derrière, comme il y a d'ailleurs continuellement à Dharavi, et ce sont dans ces courettes, qui en fait sont issues d'une tradition maharashtrienne aussi de l'habitat, dans les hangans, que travaillent les recycleurs, ou que travaillent souvent bien d'autres communautés. Et derrière, vous avez donc une famille, enfin plusieurs familles, qui travaillent à recycler du papier et du plastique, mais qui travaillent dehors. Voilà. Alors, Dharavi, comme je vous le disais, à partir des années 60, va devenir un centre géographique de manière, d'ailleurs c'est tout à fait spectaculaire. L'ancien centre, si vous connaissez Bombay, Colaba, va se déplacer dans une ville qui va connaître plusieurs centres.
Et le nouveau centre s'appelle Bandra Kurla Complex. C'est le lieu des grandes administrations et des grands sièges des entreprises. Et c'est surtout, comme on le disait tout à l'heure, juste à côté de la grande gare de Bandra, hein, qui a quand même un demi-million de commuteurs par jour. Hein. Vraiment, ça dessert toute une partie de Bombay. Et aujourd'hui, Dharavi se retrouve au centre d'une des villes les plus chères du monde. Hein. Le marché immobilier à Bombay est absolument spectaculaire pour beaucoup de raisons. Hein. Il a été très longtemps bloqué en raison de lois inappropriées sur le blocage des loyers, sur le plafonnement de la propriété foncière. Mais avec le retour des non-resident Indians et un certain nombre de phénomènes, c'est devenu une ville où le prix immobiliers ont monté de manière incroyable. Et les transactions vont commencer à se développer partout, y compris dans les bidonvilles, où vous avez un marché informel très, très organisé pour trouver une maison, pour louer ou acheter une maison ou un petit terrain. D'abord, ce sont les slumlords qui organisent ça dans le bidonville, et puis ensuite, ça s'organise de plus en plus. Voilà. Alors là, vous voyez juste sur cette carte, qui était des petites choses intéressantes. L'aéroport est là, donc il est vraiment tout près. Donc quand vous allez à Bombay, et en général, on va à Bombay dans les quartiers historiques, hein, Colaba étant tout en bas, on passe par Dharavi, qui est ici. Vous avez Bandra Kurla Complex ici, vous avez ces fameux deux voies de chemin de fer ici, deux voies ferrées. Et là, vous avez les anciens quartiers historiques du textile. Là, vous avez le quartier musulman. Enfin bref, Dharavi se retrouve, c'est très spectaculaire, se retrouve vraiment au centre de tous les lieux de passage de Bombay. Dharavi devient aussi un centre de production gigantesque. Je vous le disais tout à l'heure, à partir des années 80, vous avez un développement spectaculaire du marché informel et de la production informelle, avec de nouveaux finalement secteurs industriels qui se développent. Aujourd'hui, on dit que Dharavi est le plus grand lieu de recyclage d'Inde. Hein. Aujourd'hui, on recycle beaucoup à Dharavi, donc ça c'est nouveau, c'est dans les années 80. La petite mécanique, le textile, puis tout se diversifie. Pour le cuir, par exemple, avant on fabriquait des chapals, donc les sandales, et aujourd'hui on fabrique tout, et on fabrique par exemple vos portefeuilles viennent très facilement de Dharavi, hein, par des réseaux d'intermédiaires très organisés qui font qu'on les retrouve en Europe facilement. Voilà, donc pour conclure un petit peu sur le cliché du ghetto enclave de pauvreté, on peut vraiment le renverser définitivement. Hein. On est dans l'idée, au contraire, d'un lieu qui participe directement à la ville formelle. Tous les petites mains qui travaillent, ce qu'on appelle les servants dans les familles bourgeoises à Bombay, qui travaillent, autrement dit, la myriade de petits cuisiniers, de chauffeurs, de jardiniers, parce qu'il y a beaucoup de monde attaché à une famille, viennent de ces bidonvilles. Et puis, à côté de ça, la production alimentaire, des biscuits, des papades, les vêtements pas chers qu'on trouve à Bombay viennent de Dharavi. Hein. Alors, typiquement, donc ça, ils sont en train de faire des portefeuilles. Ce sont des chambars de caste, hein, donc des travailleurs du cuir, mais déjà qui manufacturent. Vous voyez l'âge des enfants quand même, ils sont très très jeunes. Là, vous avez la fameuse production des papades, si vous êtes un peu familier avec ça. Ce sont ces galettes très sèches, et ce sont les femmes Gujarati qui font les papades à Dharavi et qui vraiment font la production de Bombay. Elles se sont organisées en coopérative, et là, elles font sécher au soleil les papades. Là, vous avez un atelier de teinturerie, voilà, avec un peu plus de capital, d'ailleurs un peu plus de machines dans cet atelier-là, qui pourrait probablement être enregistré, mais qui n'est pas enregistré. Et puis là, on est en plein quartier du recyclage, hein, le 13 Compound, voilà, à nouveau très différent des autres, où on recycle tout, et vous avez là donc des productions plastiques, du fer, etc., journaux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce secteur informel, à nouveau, n'est pas du tout un secteur parallèle. Hein. Il est complètement articulé, comme vous le voyez, à la ville formelle et d'ailleurs à l'industrie formelle qui sous-traite un certain nombre de ces produits.
Alors, autre élément, et dernier sur cette question, la migration, comme je vous le disais tout à l'heure, a continué à venir à Bombay parce qu'il y a du travail. Mais c'est une migration qui est de plus en plus pauvre parce que Bombay attire toujours et du coup une migration de moins en moins qualifiée autour des castes. Hein. On a une diversification avec des nouvelles inégalités qui vont se creuser. Autrement dit, avant, jusque dans les années 60, on avait les castes du cuir qui venaient travailler le cuir. Aujourd'hui, ce sont les castes pauvres, en particulier dans la plaine gangétique, au Bihar, si vous connaissez un peu l'Inde, ces régions extrêmement pauvres, on crève de faim, qui vont venir à Bombay. Donc c'est toujours un homme seul qui, éventuellement, plusieurs années plus tard, essaiera de faire venir sa famille. Ou bien un homme seul et son fils, et le fils sera placé dans un petit atelier, et voilà comme on essaye de faire. Et c'est une migration beaucoup plus pauvre, donc souvent déqualifiée. Donc en fait se crée un phénomène tout à fait nouveau à Dharavi, qui est une nouvelle ségrégation spatiale. Il y a les légitimes, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui ont réussi à avoir un petit atelier, ceux qui ont réussi à faire venir leur famille, et qui ont réussi même à scolariser leurs enfants. Alors, on ne parle pas de classe moyenne, hein, mais on est toujours dans le bidonville. Mais ceux-là sont les légitimes, ceux-là sont là depuis longtemps. C'est toutes les castes dont je vous ai parlé avant, qui sont quelquefois des castes intouchables, mais qui ont une certaine légitimité. Et puis il y a les nouveaux venus, qui sont moins qualifiés, qui sont pauvres, et qui viennent prendre le pain de ceux qui étaient là avant. Et ceux-là, ce sont les Biharis, typiquement, ce sont ceux qui viennent du Uttar Pradesh aussi, donc ce très très grand état de l'Inde, gangétique. Et cette population-là, eh bien, elle n'est pas bienvenue. Et il y a cette nouvelle forme donc, de ségrégation sociale qui est aussi une ségrégation religieuse et qui va aboutir quelquefois à des explosions, sachant qu'une grande partie est musulmane hein, de ces nouveaux venus, ces Biharis. Voilà, donc il y a des nouvelles formes de violence autour de ces nouveaux arrivants. Ça crée des contrastes dans le bidonville, c'est tout à fait spectaculaire. Donc voilà un contraste assez étonnant. On est en plein Dharavi et là vous avez un immeuble de réhabilitation, je vais vous en parler. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est en bas de l'immeuble, autrement dit les slums, hein, de ceux qui ont construit l'immeuble de réhabilitation d'ailleurs, mais qui vont rester là. Voilà. Donc on a des nouveaux contrastes qui sont impensables il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui arrivent avec ce phénomène toujours classique de la tentation séparatiste, hein, qui est cette notion en sociologie où finalement on se sépare toujours de celui qui est en bas de soi. Hein. Cette volonté de toujours refuser le mélange et de se différencier des inférieurs. C'est un terme d'Éric Morin. Cette tentation séparatiste qu'on retrouve donc même au milieu du bidonville. Voilà, donc on a une double organisation, une double logique à Dharavi, des logiques très traditionnelles de caste, très très fortes, et puis des logiques beaucoup plus nouvelles de séparation en termes de classe. Alors, dernier élément pour revenir un petit peu sur ces clichés autour du bidonville. Dernier cliché à déconstruire, c'est l'idée de la politisation. On n'est pas du tout devant une population qui est une masse impuissante face à l'élite de la ville, mais pas du tout. En effet, aujourd'hui, les slum dwellers sont extrêmement présents dans les débats politiques. D'abord parce qu'ils représentent une masse d'électeurs considérable. Hein. C'est quand même 1,5 million qui va voter. Hein. Donc c'est une banque de vote potentielle. Donc les partis en Inde se battent pour récupérer les voix d'un ward comme celui de Dharavi. Et puis parce que l'Inde a connu un phénomène tout à fait intéressant. Depuis les années 80, les basses castes sont entrées en politique. Les basses castes, les intouchables, sont rentrées en politique. Comme vous le savez, à l'indépendance en 47, puis 51, en 51, premier vote, tout le monde a le droit de vote. On n'est plus du tout sur des pratiques de vote censitaires en fonction de l'argent, des castes, etc. Mais c'est vrai que les basses castes, qui ont un taux du reste d'illettrisme bien plus important que le reste des castes, ont peu de conscience politique. Et en quelques années, en quelques décennies, qui sont du reste les décennies de gloire du Congrès, un parti d'élite, hein, ultra anglophone. Après ces décennies donc, où vraiment le Congrès règne en maître, eh bien, les basses castes vont
s'imposer en politique. Et les basse-castes, ça représente... alors là, on est sur les quotas politiques, puisque vous savez peut-être qu'en Inde, il y a des quotas pour les basse-castes. Donc on est dans 70% de la population quand même, hein, si on compte toutes les basse-castes et les intouchables. Voilà. Donc il y a une entrée en politique des basse-castes qui va faire que, puisque vous avez compris que Dharavi concentre quand même des basse-castes en raison du type de métier qui s'y fait, eh bien, ce lieu va être politiquement un lieu très intéressant, avec cette peur toujours des potentielles violences intercommunautaires entre des communautés qui sont habituées à vivre ensemble, mais qui sont surreprésentées sur un territoire à problème, un territoire exigu, un territoire où il n'y a pas de travail, où on se bat pour le travail. Et cette haine de l'autre est avivée par le parti nationaliste hindou local qui s'appelle la Shiv Sena. L'armée de Shivaji. Shivaji étant un grand guerrier marathe qui a fait partir et qui a réussi à sauver, on va dire, le Maharashtra des invasions. Et donc cette armée de Shivaji, cette armée très guerrière, plutôt de haute caste, avive beaucoup la dimension religieuse, les oppositions religieuses, et en fait une opposition politique. Voilà. Donc Dharavi est une force politique très importante qui va obliger finalement l'élite de Bombay à négocier la place des slum dwellers. Voilà, et j'en arrive à la question très actuelle de Dharavi, qui a fait l'objet d'un plan, comme vous allez le voir, de restructuration absolument gigantesque en 2004, et qui a résisté à ce plan. Alors, comment on fait pour gérer les pauvres à Bombay, donc 6,5 millions de personnes? C'est vertigineux, hein. Un certain nombre de chercheurs en sciences politiques ont toujours considéré que la ville avait été submergée par ces pauvres, qu'elle avait été incapable de répondre à finalement ce flux, et que jamais elle n'avait été capable d'articuler ces pauvres à la ville formelle. Autrement dit, elle a toujours considéré tous ces slum dwellers, ces migrants, comme une population en trop, qu'il faut raser ou qu'il faut parquer. Et on considère que le rapport finalement des autorités aux pauvres est un rapport purement gestionnaire, celui d'un aménagement forcé. Du coup, la question de la légalité, hein, la question qui vient se cristalliser un petit peu autour du droit à occuper l'espace, eh bien, la question de la légalité ou de la légitimité, elle n'est jamais discutée avec les pauvres. Et là où c'est intéressant, c'est que Dharavi a forcé finalement cette question du droit à la ville, et Dharavi a vraiment forcé cette question de la légitimité. Autrement dit, les habitants de Dharavi ont dit « mais on était là les premiers, et pourquoi nous, on devrait partir ?» Voilà. Alors c'est très intéressant de voir ça. Donc, pour revenir à la gestion des slums, il y a toujours eu 3 politiques, avec une évolution quand même. Au début des très grandes migrations, jusque dans les années 70, on est dans une politique d'expulsion massive. D'abord, il y a moins de slum dwellers, et de fait, il y a souvent des maires de Bombay, des corporateurs, enfin des personnes qui, de manière très autoritaire, peuvent démolir encore les taudis sans que ça crée de trop gros précédents, et souvent avec une population civile bourgeoise qui est assez contente de voir les taudis démolis. Bon. Ensuite, à partir des années 80, il y a donc ce Bombay First, c'est-à-dire ces acteurs qui veulent une ville de pointe, qui veulent une belle Bombay. Je vous avais dit tout à l'heure, l'État du Maharashtra, il y a la Banque mondiale, des acteurs qui vont essayer de négocier donc ces aménagements et qui proposent la plupart du temps les relogements. Donc ce sont les gigantesques politiques de relogement, en raison généralement d'aménagements spectaculaires, d'infrastructures, et aménagements aussi lorsqu'il y a risque. Donc vous avez là, par exemple, ce qui est considéré comme le plus gros programme de relogement d'Asie. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur toujours dire le plus gros d'eux. Mais il est considéré comme ce plus gros programme. 100 000 personnes aujourd'hui, hein, au départ conçu pour moins de personnes. On est à Chandivali, on n'est pas très loin du parc de Sanjay Gandhi, sur une zone qui n'est pas constructible. Petit détail. Voilà. Donc je vais vous passer l'histoire, mais ça ferait l'objet d'une conférence entière, ça.
ce programme de relogement qui apporte beaucoup de choses aux slum dwellers. Ils ont un toit en dur, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, mais ils n'ont plus leur travail. Donc ça, c'est dramatique. C'est un lieu éloigné qui est dans une carrière en fait, qui est sujette à des éboulements très dramatiques. Et les très beaux immeubles que vous voyez derrière sont loin de cette carrière. Il y a eu des négociations énormes pour que la municipalité accepte de donner ce terrain. Ça a créé vraiment des très gros conflits entre des personnes très engagées, souvent des architectes très engagés qui ne voulaient pas construire ce lieu. Et finalement, c'est un architecte très connu, Piquedas, qui l'a construit. Pour plein de raisons aussi, parce qu'il fallait bien le construire quelque part, parce qu'on avait ce terrain, parce que plein de choses. Mais vous voyez que les enjeux sociaux sont vraiment très très importants derrière ce genre de projet. Voilà. Donc voilà typiquement un lieu de relogement avec la dramatique question de la difficulté d'accéder au lieu où on avait un travail. Et du reste, on ne travaille pas au 6e étage comme on travaille à Dharavi. Vous avez vu les cours, vous avez vu comment on travaille. C'est compliqué de refaire un petit atelier ici, hein, souvent. Voilà. Troisième manière, la réhabilitation in situ. Autrement dit, un certain nombre d'habitants se mettent ensemble, on rase leur hutte, eux-mêmes vont habiter pendant quelques mois, quelquefois ça peut être quelques années et quelquefois c'est définitif, ce qu'on appelle un transit camp, un camp de transit, qui cette fois-ci, ce n'est pas 25 mètres carrés par famille comme ici. Un camp de transit, c'est 10 mètres carrés pour une famille et c'est en tôle. Et quelquefois, comme je vous le disais, ça dure un peu trop longtemps, le transit ou la transition. Mais voilà, et on revient en principe dans un immeuble de réhabilitation. Donc là, on est en plein Dharavi, dans les premiers immeubles de réhabilitation qui ont été construits. Et là, ça a quand même son intérêt parce qu'on est dans Dharavi, avec cette difficulté tout de même qui est que pour ceux qui travaillaient à proximité de la rue et qui avaient besoin de la rue, hein, pour délivrer leurs marchandises, parce qu'ils travaillaient ensemble dans les cours, c'est compliqué de travailler à nouveau au 5e ou 6e étage. Mais ça a quand même beaucoup plus d'avantages que les grands quartiers de relogement. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, Bombay est caractérisé, contrairement à Delhi, caractérisé par cette capacité à faire des immeubles de réhabilitation in situ et à limiter les déplacements. Delhi est beaucoup plus radical. Delhi, ça fonctionne par déplacement quasiment systématique et relogement à la périphérie. Hein. Voilà. Donc, Bombay a cette particularité d'avoir la politique peut-être la plus favorable, mais il y a une limite très forte, et la limite, c'est la date butoir, ce qu'on appelle la cut-off date. Autrement dit, pour avoir le droit d'être réhabilité, il faut pouvoir prouver son installation avant une certaine date. Jusqu'à récemment, jusqu'à 2008-2010, cette date, c'était le 1er janvier 1995 pour tout Bombay. Mais c'est compliqué de demander à quelqu'un du bidonville de prouver son installation. D'abord parce que sa hutte, chaque fois qu'il y a une mousson, elle est détruite, parce qu'un papier, ça ne se garde pas, parce qu'il y a des rats partout. Enfin bref, c'est très compliqué de garder un papier, et ces populations, souvent, ne parlent pas nécessairement marathi au départ et n'ont pas de preuves. Or, ce qu'il est demandé comme papier, il n'y a pas encore de carte d'identité en Inde. Enfin, elle est en train d'être faite, hein, comme vous savez. Il n'y avait pas de papier d'identité. Il y avait un papier important qui était la carte de rationnement, qui a été proposée après la guerre. Il y a eu un effort de guerre très important. Et la carte de rationnement était donnée à toutes les familles, donc par foyer. Donc on voyait le nombre de personnes dans les foyers. En fonction de son revenu, elle avait une carte de rationnement blanche, orange, avec plus ou moins de tickets. Et ça permettait à ces foyers d'aller chercher dans les magasins d'État, les Fair Price Shops, du riz à bas prix, du blé à bas prix, du kérosène, de l'huile, du sucre. Voilà. Comme vous savez peut-être, l'Inde est le seul pays au monde à avoir organisé, avec une population d'1,2 milliard, un système de redistribution alimentaire à échelle nationale. Autrement dit, l'État achète dans ses greniers à blé du Pendjab du blé et du riz et les redistribue dans tous ces magasins d'État pour permettre de nourrir la population. C'est une politique qui a fait envie au Brésil à un certain moment. Enfin, c'est des politiques absolument gigantesques, hein, avec leurs défauts, évidemment, un tiers de la production perdue en général.
Mais bref, ça a le mérite d'exister. Et cette carte de rationnement, chaque foyer en possède une en particulier. Bien sûr, les classes moyennes ne l'utilisent pas, mais elle existe. C'est un papier d'identité. Autre papier d'identité, l'inscription sur les listes électorales. Voilà. À Dharavi, 15%, 20% de la population avait de quoi montrer qu'elle était installée avant la fameuse date butoir. Voilà. C'est très complexe et c'est absolument fondamental aujourd'hui pour avoir droit donc, à une politique de réhabilitation. Il faut pouvoir prouver qu'on est là, sinon, si on est là trop récemment, on n'est plus légitime, hein, on n'est plus éligible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2004, Mukesh Mehta, qui est un non-resident Indian, un NRI, qui a travaillé très longtemps comme architecte à Long Island, est revenu à Bombay et a trouvé que Dharavi était extraordinairement bien placé et a proposé un projet qui s'appelle le Dharavi Redevelopment Project, où il a proposé un bidonville qui ne serait plus un bidonville. Il a proposé finalement, puisqu'on est au centre de Bombay et quand même on est au centre de la vitrine économique de Bombay, il a proposé donc un plan qui valoriserait complètement cet espace avec les plus grandes infrastructures de santé, d'éducation, avec un ensemble de parcs et une mixité au niveau de l'habitat magnifique. Et bien sûr, il fallait raser tous les bidonvilles et reconstruire de beaux immeubles à la place. Voilà. Et ce bidonville, enfin, cette proposition de Mukesh Mehta, donc, c'est faite par la séparation dans Dharavi de plusieurs zones. Il y en a eu 10, puis il y en a eu 5, qui devaient être proposées à des développeurs pour valoriser ces espaces, d'où un appel d'offres qui a été pensé, réfléchi et annoncé à une population un petit peu terrifiée quand même, entre 2004 et jusqu'à 2009, 2007 puis 2009, pour lancer cet appel d'offres. Alors il y avait vraiment d'énormes contradictions dans ce projet qui étaient démesurées. Sachez du reste que c'est un projet qui était soutenu bien sûr par le gouvernement à l'époque congressiste et la municipalité du Congrès, mais qui était 100% privé dans son financement. Et donc, le projet de redéveloppement de Dharavi avait des contradictions énormes. La plus grande, c'est qu'il finalement, il ne s'adresse qu'à un tiers des habitants de Dharavi. Donc, il était conçu pour un tiers des habitants. Le reste était valorisé, bien sûr, parce que la classe moyenne de Bombay ne demandait pas mieux que d'habiter dans des immeubles au centre de Bombay. Et tous ceux qui ne pouvaient pas prouver leur installation, depuis 1995, ne faisaient pas partie du plan. L'autre limite énorme, c'est la question de la particularité architecturale de Dharavi. Donc, vous avez vu à quel point la résidence et l'unité de production sont articulées. Et dans un projet comme ça, il n'y a plus d'unité de production. Tout était regroupé sur une commercial area qui comprenait 6% du territoire. Et finalement, tous les travailleurs de Dharavi se sont posé la question de où on travaille. Bref, on perdait le travail. Et ça a été donc l'objet de débats très importants. Il y a eu des victoires. En particulier, Dharavi a réussi à obtenir que la cut-off date, la date butoir, soit déplacée jusqu'à 2000. Réussi aussi à obtenir que les petits appartements, les studios où arrivaient les familles ne soient plus de 18 mètres carrés, mais bientôt de 21 mètres carrés, et puis de 25 mètres carrés, et finalement de 28 mètres carrés. Donc ça, c'est une réussite unique. Il n'y a que Dharavi qui a ce 28 mètres carrés. Voilà, des réussites. Mais dans le fond, il y a toujours la question cruciale. Qu'est-ce qu'on fait des 2 autres tiers de la population de Dharavi? Sur 800 000 personnes, ça fait du monde. Et qu'est-ce qu'on fait du travail? Voilà. Donc l'appel d'offres a été lancé en 2007, ça a moyennement marché. Et ça a été relancé ensuite en 2009. 19 investisseurs internationaux ont répondu à l'appel, c'est-à-dire se sont portés candidats pour aménager une partie de Dharavi. Et puis, ça s'est arrêté de lui-même. Ça s'est arrêté pour 2 raisons. D'abord, c'était la crise et l'Inde a subi la crise. Enfin, un certain nombre d'investisseurs se sont retirés avant de commencer à faire le montage financier direct de cette opération. Donc, sur les 19, 14 se sont retirés en cours de route. Mais surtout, c'était finalement monter une résistance très forte à Dharavi
qui a empêché que le projet fonctionne, qui a littéralement empêché que ce projet arrive, et qui allait arriver, hein, parce qu'on voit tout le temps à Bombay des zones rasées quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résistance? Eh bien, d'abord, c'est la mobilisation politique, hein, de tous les partis qui n'étaient pas congressistes à l'époque, qui se sont retrouvés pour s'opposer à ce projet. Mais c'est plus intéressant que ça. Ceux qui se sont le plus mobilisés, ce sont les Community-Based Organizations, qu'on appelle les CBO. Autrement dit, les communautés de caste, hein, les communautés qui étaient locales et qui avaient été initialement créées pour le service à la communauté. Donc on a des exemples très forts, comme typiquement les communautés des pêcheurs colis et les communautés des Gujaratis, dont je vous ai parlé. Suffisamment forts pour les colis, pour dire quand même que c'était les premiers occupants des lieux, et exiger qu'ils soient retirés du projet. Donc au bout de quelques années, en fait, les colis ont été absolument retirés du projet. Et sur la carte, ils n'y sont pas d'ailleurs. Voilà. Sortis du projet en disant on est sur nos territoires initiaux, nous sommes les habitants originels, et tout ça avec des arguments très forts. Pareil pour les Gujaratis, qui ont finalement été accueillis par la municipalité de Bombay en 1920 et qui ont eu un fonctionnement pareil de protéger la spécificité de leur espace. Alors eux, avec les fours, c'était inimaginable, ça, dans un nouvel espace. Voilà. Et puis, donc les castes, comme vous voyez, la caste a un sens extrêmement fort à Dharavi. Il n'y a pas plus plastique que cette notion de la caste, hein. Mais à Dharavi, l'identité par le groupe endogamique de métiers statutaire, ça a vraiment un sens, hein. Donc la résistance est organisée de beaucoup de manières, ou par les voies de la justice, par exemple pour déplacer cette date butoir, ou bien de manière plus informelle par des manifestations dans la rue. Et il y en a encore eu une en avril, hein, donc ça continue. Il y a tout le temps des gens dans la rue pour dire non, sachant que Bombay aussi a une particularité qu'elle est pleine de social activistes. On est en général un Indien bombéite vous déclinera son métier et son identité qui est multiple, et rajoutera social activiste. Ils sont tous un petit peu social activistes. Il y a un vrai engagement qui n'est pas évident non plus dans une ville comme Delhi, pour plein de raisons, ni dans d'autres villes. Mais il y a vraiment un engagement souvent fort d'une partie de l'élite intellectuelle en général, des enseignants, des architectes. Et donc les social activistes ont très bien relayé ce mouvement par le bas, qui était un mouvement par le bas. C'est quand même la particularité de ce mouvement. Voilà. Donc en 2009, tout s'arrête. Les autorités de Bombay retirent le projet, font les premières études socio-économiques de Dharavi importantes, font les premiers recensements de la population pour essayer de comprendre en face de qui finalement ils sont, et un ensemble de plans alternatifs sont proposés, dont un très important qui a été proposé par un institut d'architecture très connu à Bombay, et qui propose finalement de redécouper Dharavi sur les bases historiques, sur les premières organisations de caste. Et qui propose aussi que ce soit les habitants qui s'organisent entre eux pour demander la réhabilitation systématique de leur quartier. Voilà. Donc on est vraiment dans des idées de self-redevelopment, hein, à partir de la communauté, qui ont fait que Dharavi a été un lieu qui a attiré tous les architectes. Et si vous allez sur dharavi.org, vous vous retrouvez avec de très brillants architectes d'Harvard qui sont implantés dans Dharavi depuis maintenant plusieurs années et qui ont repensé et repensé cet espace. Voilà. Alors, les dernières avancées qui datent d'il y a une semaine, Dharavi n'est plus distribué en 5 zones, mais en 13. Et finalement, chacune de ces zones a été confiée à un comité de management qui peut être ou privé, Ernst & Young est par exemple un de ses responsables, ou public. Et l'ensemble doit se faire au fur et à mesure par des appels d'offres successifs, et on devrait redévelopper comme ça. Mais la question de fond n'est pas du tout réglée. C'est-à-dire qui aura droit finalement d'habiter ces immeubles de réhabilitation? Et là, il y a quand même une population de 800 000 personnes qui est très remontée et qui a une capacité à bloquer le projet qui est quand même très importante. Voilà. Donc c'est un projet toujours en discussion, et Dharavi est bien là autour de cette question du droit à la ville. Bon. Ce qui est certain, c'est que cette politisation de la question, cet engagement de la population locale
a permis finalement de proposer avec Dharavi un exemple sans précédent, très bien relayé par les médias. Et il est rarissime de voir dans des mégapoles comme celle-là, puisqu'on a essayé la comparaison avec le Brésil, des mouvements par le bas, finalement aussi bien médiatisés et qui arrivent à limiter des politiques publiques qui sont d'une force impitoyable pour recréer des quartiers et balayer les bidonvilles. Donc, voilà, je ne peux pas vous mettre la dernière image que j'aime beaucoup, mais tant pis, parce que l'ordinateur ne veut plus me suivre. Mais tant pis, je m'arrête là donc pour essayer de vous dire. Donc moi, j'ai essayé dans cet exposé de montrer une double dynamique. Il y a la dynamique de Bombay et de l'évolution de Dharavi, qui est en même temps parallèle et puis en même temps pas si parallèle. Les gros clichés qu'on a essayé de déconstruire, c'est bien sûr le cliché du ghetto économique, qu'un slum n'est pas. Le cliché social, c'est très organisé, un slum. Et puis l'idée d'un lieu oublié des politiques. L'idée derrière étant que si Bombay s'est rendue moderne, un peu contre ces slums, finalement elle a été rattrapée par une autre forme de modernité, qui est un petit peu celle que propose Dharavi. Ces slum dwellers qui ont leur stratégie et qui proposent donc ce paradoxe en proposant une modernisation, cette fois-ci, qui n'est pas le produit de nouvelles fractures, de nouvelles inégalités sociales, mais finalement une réaction résistante à travers les liens sociaux traditionnels, à travers l'histoire, à travers d'autres modes de fonctionner. Et c'est cette idée-là, finalement, qui reste dans Dharavi aujourd'hui. Alors, on a un vrai débat aujourd'hui, pas seulement politique, mais éthique, autour de la question du droit à la ville, qui est vraiment le nouveau mot qu'on voit apparaître dans les études, en sociologie, en anthropologie, aussi en urbanisme. Cette question du droit à la ville, cette question du droit des acteurs du bas, pas seulement les acteurs immobiliers et les politiques. Bon, pour nous qui avons essayé d'étudier ce bidonville, et je mets à nous parce qu'il y a un projet derrière d'anthropologie. Donc pour nous, on se pose bien sûr la question du côté paradigmatique de Dharavi. Est-ce que finalement on peut généraliser la question de Dharavi à d'autres slums? On a essayé un petit peu de le faire avec une comparaison avec le Brésil. Probablement non, parce que on rentre à nouveau dans les clichés de l'homogénéité. Les slums, sur les slums, ce sont des catégories très homogénéisantes. Et bien sûr, il y a une diversité énorme des slums. Ça n'empêche pas que la question de la résistance d'un bidonville, la question de l'organisation de la population dans un bidonville sont des éléments finalement qu'il faut pouvoir prendre directement sur le terrain en déconstruisant un certain nombre de clichés pour en comprendre les dynamiques, je crois. Et c'est ce qu'on essaye de faire derrière des projets qui engagent d'autres villes que Bombay et d'autres pays que l'Inde. Et c'est ce que Dharavi nous montre.